sommes au dernier virage de cette première édition, de ce salon d'investissement de l'immobilier, Babimo Days. Voilà. Et donc nous avons encore deux panels et deux présentations pour cet après-midi. Toujours des panels de qualité avec des experts qui viendront nous entretenir sur des sujets qui nous intéresseront certainement. Et pour ouvrir la série de présentations pour cet après-midi, nous allons inviter M. Olivier Dadjeu. Il est le directeur général de Smart Link Capital. Et donc, il viendra nous présenter ici une plateforme ivoirienne de crowdfunding. Voilà. Donc, s'il est là, s'il m'entend, M. Olivier Dadjeu, nous l'attendons ici dans la salle pour sa présentation qui va durer 30 minutes. Il est là. Est-ce qu'on peut le bastonner très fort, s'il vous plaît? Monsieur Olivier Dadjeu, je rappelle, il est directeur général de Smart Link Capital. D'accord. Merci. Bonsoir à tous. Je suis honoré d'être ici après toutes les éminences que nous avons eues depuis hier. Je pense que là, on a une chance que beaucoup n'ont pas d'avoir justement à écouter les voix d'ici et d'ailleurs parler d'un domaine aussi complexe que l'immobilier. Donc, en toute humilité, je vais juste apporter une petite contribution qui est celle de Finimo. Donc, je suis Olivier Dadjeu, banquier dans l'âme. Ça fait 21 ans maintenant que je suis dans le secteur bancaire. J'ai évolué de stagiaire jusqu'à directeur général pendant 5 ans avant de quitter en 2019 pour passer de l'autre côté et voir à quoi ça ressemble de faire un saut dans la vie d'entrepreneur. Alors, dans mon parcours, après cette partie de la banque, je me suis naturellement tourné vers le conseil et le conseil en investissement et financement, donc ce qui est mon domaine, ce que j'ai pratiqué le plus longtemps. Mais là, ce soir, je vais vous parler de Finimo. Finimo qui est, comme je dirais, une plateforme d'accompagnement et de financement. Et ce qu'on vient apporter, tout à l'heure, on va le découvrir ensemble, c'est davantage une petite contribution au paysage financier avec tous les acteurs qui existent pour compléter la palette et pouvoir financer l'immobilier. J'espère que... Donc, on va parler rapidement. Peut-être que si j'ai un micro, voilà, je vais être plus libre. Je vais bien me sentir libre d'interagir. Donc, alors, on va parler rapidement des difficultés, ce que nous avons perçu, ce qui nous a amené à penser à cette solution-là, de la vision que nous avons, du client que nous essayons de servir et naturellement de ce que nous apportons par rapport au schéma existant. Pendant mon séjour à la banque, on a financé des projets immobiliers, mais la plupart du temps, on a identifié beaucoup de difficultés qui ont émaillé le bon dénouement de nombreux projets. Parmi ces difficultés-là, je vais retenir juste 3. Et c'est bien parce que depuis hier, il y a beaucoup de ces difficultés qui ont été mentionnées. La première, c'est la difficulté pour les promoteurs à rassembler suffisamment de fonds, c'est-à-dire l'insuffisance d'apport personnel. Dans bien des cas, les promoteurs arrivent avec leur projet, mais ils sont sous-capitalisés. Eux-mêmes ne sont pas suffisamment prêts. Et donc, quand vous n'êtes pas prêt, le banquier n'est pas malheureusement un bon samaritain. Il souhaite que vous-même preniez une bonne part du risque avant d'intervenir. Deuxièmement, il y a la faiblesse de la force commerciale. Parfois, on compte sur ces équipes qui sont parfois jeunes et qu'on n'arrive pas à vendre. Pendant longtemps, j'ai accompagné des clients qui ont peut-être réussi à construire, mais il arrive souvent que le produit ne soit pas adapté par rapport à là où ils l'ont placé. Donc, malheureusement, les logements ne sortent pas et en bout de chaîne, on n'a pas le succès commercial qu'on attendait. Troisième chose, les promoteurs et surtout les plus jeunes ont une tendance à couvrir plusieurs métiers. On essaie d'être promoteur, constructeur, gérer tous les métiers de contrôle. Il y a beaucoup de métiers en fait dans l'immobilier, mais quand on est jeune, on n'est pas structuré, on n'est pas ado, on n'est pas intervalle, et on essaie de tout faire. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir un succès. Donc, très souvent, soit on termine par les programmes, soit on les termine trop en retard, ou on les termine avec des problèmes qualitatifs. Donc, on va essayer d'adresser à notre façon ces questions-là. Le problème reste celui-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à aider ceux qui commencent surtout, ceux qui sont dans la phase initiale qui est la plus délicate,
à obtenir plus rapidement des financements complémentaires, puisqu'on a vu qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas seuls à s'en sortir. Est-ce qu'on peut avoir une autre solution qui vient les aider pour qu'ils puissent effectivement avoir une vue d'ensemble sur la structure du financement et terminer leur programme maintenant? Donc, en réalité, on ne souhaite pas accompagner tout le monde parce qu'en fait, si on essaie de... On dit, si tout le monde est en marché, en fait, tu n'as pas de marché. On s'est dit, il y a ce problème-là, mais quelle est la cible qu'on peut aller chercher, la plus représentative, qu'on souhaite aider, qu'on souhaite accompagner? On veut des promoteurs immobiliers qui choisissent d'aller dans des petits programmes. Encore une fois, ça fait partie des problèmes qu'on a constatés. On commençait avec des promoteurs qui voulaient faire 200 logements. C'est beau quand on calcule les milliards sur papier, mais c'est mieux quand on a quelques millions dans la vraie vie. Donc, l'idée, c'est de voir des promoteurs qui recherchent des financements pour faire de tout petits projets. Ça peut être un très grand projet, mais qu'on le fasse de manière à commencer entre 5 et 25 logements. Et nous nous sommes positionnés sur du moyen et haut standing, destiné essentiellement à la vente. Donc nous ne sommes pas sur du locatif. Ça va être compliqué de faire du locatif et d'apporter des financements qui vont être du court terme. Alors actuellement, comment ça fonctionne? Un jeune promoteur qui a son projet, qu'est-ce qui se passe? Il va à la banque. On a eu beaucoup de banquiers ici. Il va à la banque et la plupart du temps, il se débrouille tant bien que mal à avoir le terrain. Et malheureusement, dans la pratique, il y en a qui sont arrivés à la banque même sans avoir terminé d'acheter le terrain. Et bon, on va faire l'hypothèse qu'il a acheté le terrain. Ce qui se passe normalement, dans certains cas, il arrive à concevoir un projet. Dans d'autres cas, il n'arrive pas. Mais l'idéal, c'est que, en fait, dans un cheminement normal, le promoteur, au moins, a le terrain, arrive à faire une conception du projet, de qu'est-ce qu'il va vendre, va chercher les acquéreurs, soit des acquéreurs qui définitivement se portent acquéreurs, ou bien des personnes qui ont des intentions fermes. À la banque, la plupart du temps, on avait des gens qui venaient avec un beau projet dans un classeur et on demande est-ce que vous avez des acquéreurs? Non. Et très souvent, donc, à l'étape de la banque, ça pose problème. On a l'impression que c'est le schéma classique. Je suis promoteur, j'ai un terrain, j'ai conçu, j'ai des acquéreurs, je vais à la banque. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le promoteur, quand il a son projet, il va directement à la banque. Il bypasse un peu le côté acquéreur. Et quand il arrive à la banque, aujourd'hui, si vous allez sur le marché ici, malheureusement, vous êtes nouveau, vous avez un projet, aucune banque va vous financer. Et parfois, il passe de banque à banque, il prend 3-4 banques, ça fait 1 an, rien n'a commencé. Qu'est-ce que la banque lui dit? Monsieur, j'ai besoin d'acquéreurs. Si vous n'avez pas d'acquéreur, ce n'est pas la peine de venir me voir. S'il n'y a pas d'acquéreur, ok, je n'ai pas d'acquéreur. Maintenant, il dit, ok, je reprends le processus. Il commence à chercher les acquéreurs. Les acquéreurs disent, Abidjan, là, on se connaît. Il y a plein de programmes qui ne sont pas finis. Toi, tu viens encore commencer un énième programme qui ne va pas se terminer. Alors, comment est-ce que je bâtis la confiance? Il y a une méfiance naturelle des acquéreurs devant un promoteur jeune en plus, qui n'est pas des grands noms qu'on connaît. Il est jeune, il commence un projet et il n'y a pas d'évidence de viabilité du projet en fait. Donc les acquéreurs disent non, non, le jour où tu commences là, nous aussi on va venir. Donc, c'est le dilemme de la poule et de l'œuf. Et on dit retour à la case de départ. On revient encore au promoteur. Mais le promoteur n'a toujours pas de fonds, rien n'a changé. La preuve, en plus, il est devenu un peu plus pauvre puisqu'il a des staffs, donc il a des coûts fixes, il loue et tout, donc il s'est appauvri dans l'intervalle en train de tourner de banque à banque. Et là, il n'a toujours pas de solution. Il faut donc trouver des fonds alternatifs. Il faut trouver d'autres personnes, d'autres moyens que la banque et d'autres moyens que le promoteur pour pouvoir traverser cette phase qui est critique en fait dans le projet. Alors, nous, ce qu'on vient faire, on vient dire que c'est très complexe pour un jeune promoteur qui a rêvé, certains ont abandonné leur travail, ils viennent se lancer dans l'immobilier, il paraît que ça donne de l'argent, et ça devient trop complexe. Il part à l'architecte, il n'arrive pas à s'en sortir avec la banque, avec les acquéreurs, tout ça est trop compliqué. On dit, ok, est-ce qu'il y a une façon de simplifier en fait ce financement-là? On a l'impression qu'on parle le chinois à quelqu'un qui n'a jamais entendu un seul mot de mandarin. Donc, notre objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on peut simplifier cela. Alors, on vient en disant, bon, on n'a pas peut-être l'unique solution, mais on pense qu'un des problèmes, comme on a mentionné au début, c'est souvent ce problème d'expertise qu'ils n'ont pas, depuis la base. Et ça, aujourd'hui, c'est important. Quand vous n'êtes pas accompagné, ce matin, on est bien revenu là-dessus, c'est important d'être accompagné. Quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas la bonne expertise, c'est un problème. Donc, nous, ce qu'on vient dire, il faut qu'on commence par des expertises qui sont adaptées, chacun dans son métier. Donc, ce qu'on dit, Finimo vient avec un guichet unique dans lequel on rassemble des compétences avérées, des professionnels dans leurs domaines respectifs qui viennent compléter ce que la jeune équipe ne peut pas mettre en place. Donc,
La première chose. Deuxième chose, on vient faciliter le financement. Alors, on a vu qu'il y avait le financement, mais qui n'était pas accessible. Donc, on se dit, ok, on vient avec le financement, mais s'il faut que ça marche, il faut une autre fenêtre. Donc, on vient avec un financement, mais il faut une deuxième fenêtre en dehors de la fenêtre bancaire, qui est le crowdfunding, pour en fait amorcer le pas et permettre que la machine puisse fonctionner. Et donc, le promoteur est toujours là avec son projet. Donc, si vous voyez l'intersection des trois là, c'est vraiment ce que représente Finimo. Donc, à la fois, on a un guichet unique qui ramène toutes les compétences, architecte, maître d'ouvrage délégué, on a un partenaire technique pour Petit Croquet là, on a l'agence immobilière, membre conseil, donc vous allez apprécier les services ce matin. Donc, c'est ces experts-là qui sont déjà chacun réputé dans son domaine, qui viennent être l'expertise mise à la disposition du jeune promoteur projet. Donc, et là, comment ça bâtit la confiance? Alors, de manière classique, le promoteur, désormais, il vient avec son terrain. Peut-être qu'il a eu les moyens de concevoir, peut-être pas. Et l'idée, c'est de dire qu'on va aller chercher des investisseurs qui peuvent ramener des petits tickets, pas des gros montants, parce que les gros sont beaucoup plus exigeants, c'est compliqué pour eux. Et soit il a conçu lui-même le projet, soit les investisseurs peuvent participer à financer la conception du projet. Et dans bien des cas, pour créer plus d'évidence et d'assurance pour les acquéreurs, on va démarrer le logement témoin, on va démarrer les travaux. Au moins, il y a du mouvement sur le terrain. Donc, ça permet de bâtir davantage la confiance. Et là, quand on revient aux acquéreurs, oui, ils vont aussi participer. Quand ils voient que les choses ont commencé, ils vont mettre l'argent dans le compte séquestre, ils vont peut-être acheter pour certains. Et à ce moment, on revient à la banque avec plus de confiance. Mais ça, c'est le schéma normal. Il faut peut-être qu'on renforce bien la confiance. Qu'est-ce qui permet à l'investisseur d'être en confiance? Alors, nous, dans notre cas, la première chose, c'est l'expertise. On est sûr que le projet est entouré d'expertises qui sont suffisantes et qui sont avérées pour permettre de garantir le succès sur le plan technique. Mais deuxième chose, parmi les partenaires qu'on amène, on amène également une banque qui va être garante, parce qu'en fait, les investisseurs ne viennent pas donner les fonds aux porteurs de projet, ils viennent déposer dans un compte séquestre que nous-mêmes, on ne peut pas aller prendre quand on veut. Donc il y a une banque qui vient avec un compte séquestre. Ces deux éléments-là permettent de rassurer davantage les investisseurs qui vont mettre des petits tickets pour qu'on rassemble un certain nombre de personnes et apporter une solution aux promoteurs. Deuxièmement, quand on a amorcé cette phase-là, naturellement, il faut accélérer la commercialisation. Et qu'est-ce qui va permettre aux acquéreurs d'être plus rassurés? Forcément, c'est d'abord le démarrage des travaux. Ça veut dire qu'on peut avoir des fonds, avant d'être parti à la banque, des fonds alternatifs qui viendront des privés pour permettre de démarrer les travaux. On a notre agence partenaire qui intervient en amont déjà pour évaluer le projet, pour savoir si commercialement ça tient la route et qui démarre en même temps que les travaux, la commercialisation. Donc, c'est un élément qui va accélérer en fait la confiance des acquéreurs. Et on allait encore plus loin. On s'est dit, bon, la plupart du temps, on est intéressé, mais on a besoin de savoir quelles sont ses capacités. À partir du logement choisi dans la plateforme, on peut simuler pour voir déjà, au lieu d'aller dans la banque. Et ça, par expérience, on a eu des banques où des groupes sollicitaient la banque pour avoir seulement un retour de simulation, ça prenait des semaines. Et donc, on s'est dit, bon, on va intégrer un simulateur à l'intérieur. À partir de là, on peut simuler son logement à partir de ces conditions particulières et voir à quoi ça ressemble à peu près son schéma de financement de son logement. Donc là, on a un acquéreur qui est beaucoup plus rassuré. Et en plus du simulateur, on a prévu en démarrage de projet recueillir auprès des banques qui existent des offres pour les particuliers par rapport à ce projet-là, on intègre là directement. Donc ils peuvent simuler même, et en fonction des résultats de la simulation, on peut voir s'il y a une banque qui correspond, et automatiquement on fait le matching, on transmet à l'agence, à la banque, et notre agence immobilière partenaire aussi continue à prendre le relais pour permettre de suivre et d'arriver au bout. Donc ces deux conditions mises en place rassurent en fait l'investisseur, mais en même temps accélèrent la commercialisation. Et là, on pense que quand on revient à la banque, après, on n'a pas le même langage. Et en plus, on accompagne parce que je suis banquier, donc je parle à mes confrères, on se comprend. Donc on va mieux se comprendre quand les éléments seront préparés. Depuis hier, ce matin, on parle de la structuration, de la professionnalisation. Préparons les dossiers, anticipons. Alors naturellement, on ne peut pas apporter cette solution et aller vite si on n'est pas assez structuré. Pour être structuré, on ne tient pas à couvrir tous les projets. On a sélectionné un certain nombre de projets, on a un porteur robot de ce qui nous intéresse. Donc, l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les logements des petites communautés de 5 à 25 logements. Ça peut être des appartements, ça peut être des bureaux, mais on souhaite de petits projets. Commençons petits, ne commençons pas à rêver trop grand avant d'être devenus grands.
quand on commence bien, ça va être plus facile de monter les étages. Mais quand on commence mal, parfois on enterre totalement une carrière même d'une success story qui aurait pu évoluer. Deuxième chose, on veut des projets à taille raisonnable, entre 300 millions et 3 milliards. J'ai vu pendant une période là, 2015-2020, beaucoup de projets, 15 milliards, 20 milliards, 40 milliards. Parfois, apport personnel, zéro, mais beaucoup de milliards. Donc, on veut des projets qu'on peut, voilà, à taille humaine, à taille raisonnable, qu'on peut. Et troisièmement, on souhaite que des financements soient compris entre 100 millions et 1,5 milliard. Il vaut mieux faire un financement, une petite tranche, et faire un revolving une deuxième fois, une troisième fois. Mais on commence sur des choses qui sont raisonnables. En même temps, on ne peut pas commencer sur des choses trop micro. Si vous allez à 10 millions, 15 millions, ce n'est pas intéressant du tout. Au moins, quand on commence à 100 millions, jusqu'à 1,5 milliard, et on se dit dans le 1,5 milliard, la composante crowdfunding ne devrait pas dépasser 500 millions. Parce que là, ça veut dire, comme le ticket est minimum est à 5 millions, ça veut dire qu'une centaine de personnes peuvent se mettre ensemble, quand c'est bien organisé avec des professionnels qui entourent le projet, et libérer ces fonds-là pour amorcer cette première phase. Alors, il y a un minimum d'apport personnel aussi, tout à l'heure on l'a dit. J'étais content, il y a que des banques aillent jusqu'à 80%, mais dans la majorité des cas, il faut au moins 30% d'apport personnel pour permettre à la banque de se donner 70%. Mais pour ce qui est du crowdfunding, il vaut mieux savoir qu'on ne peut pas accompagner un projet qui n'a pas encore de titre de propriété. Et là, on a plusieurs personnes qui viennent dire, oui, mais voilà, c'est en cours, ça va sortir le mois prochain. Non, non, ce n'est pas la peine parce que, en Côte d'Ivoire, même pas le titre de propriété. D'abord, quand vous l'avez, ça ne suffit pas. Mais là, vous n'avez pas le titre de propriété, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Et je n'ai pas mentionné, parmi nos partenaires, on a un notaire aussi. Donc, ça veut dire que technologiquement, il est intégré au point où il peut faire des vérifications pour savoir si le document est authentique. Et pour l'instant, on souhaite commencer aussi, comme on vous dit, une étape à la fois. On commence sur Abidjan. On n'a pas envie de couvrir toute la Côte d'Ivoire, aller partout. Alors, globalement, un jeune promoteur, un projet qui est nouveau, quelqu'un qui commence, en adoptant cette démarche-là rapidement, on a 3 points. Premièrement, on peut obtenir plus rapidement des financements. Et deuxièmement, il y a cette commercialisation plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a l'agence immobilière partenaire qui est impliquée, mais il y a en même temps les financements bancaires qui peuvent être adossés pour faciliter le fait que les acquéreurs puissent avoir effectivement ce financement. Et troisièmement, il y a toutes les expertises qu'il n'a pas forcément à avoir chez lui, dont il peut bénéficier, qui sont les expertises du réseau des partenaires de la plateforme. Alors, mais pour que tout cela soit possible, il faut qu'on ait un portrait aussi robot de l'investisseur passif, celui qui va venir mettre ses fonds pour aider à ce que ça se passe. C'est les personnes on n'est pas dans le long terme, parce qu'on a dit on développe pour pouvoir vendre. On accompagne les personnes qui veulent développer pour pouvoir vendre. Donc, l'idée c'est d'avoir des petits tickets. Quand on a des petits tickets, on pense à 5 millions, des tickets de 5 millions. On peut en avoir plusieurs, mais bon, c'est des tickets de 5 millions. Ce n'est pas non plus des tickets de 100 000 parce qu'on n'a pas envie d'avoir des petits épargnants qui n'arrivent pas à vivre. Pour financer l'immobilier, il faut avoir de la réserve. Si on n'a pas de réserve, ce n'est pas la peine de venir. Et ce n'est pas la crypto où on va les multiplier à des taux de rendement, ce n'est pas non plus agro-business. On reste sur des rendements qui vont être raisonnables, qui sont compatibles avec le métier. Donc on va être davantage sur du 12 à 18% brut. Bon, pour ceux qui connaissent l'argumentation en Côte d'Ivoire, il y a quelques impôts qui seront grevés, mais à différentes phases du projet, on peut avoir ces niveaux de rendement-là. Alors, donc forcément, on s'est inscrit sur une niche, parce que l'objectif pour nous aussi, c'est de valoriser les petites communautés. Ce n'est pas la peine d'avoir... Quand vous avez 200 voisins, en fait, vous n'avez pas de voisins. Et si vous avez des petites communautés de 5 à 25 familles qui vivent ensemble, c'est vraiment une petite communauté où les gens peuvent se fréquenter et créer un cadre de vie qui n'est pas comme dans les cités qui sont extrêmement grandes où c'est une relation impersonnelle. On a aussi ce côté-là qu'on recherche. Et deux, c'est une niche qui n'y a pas. J'ai eu des amis qui cherchent pendant un an des communautés comme celle-là, un peu homogènes, bien fermées, les gated community, comme on voit ailleurs, bien. Il n'y a pas toujours. Quand il y en a, c'est parti. Deuxièmement, on essaie de maîtriser le risque avec les expertises qu'on rassemble et avec le mécanisme de sécurisation des fonds, en faisant intervenir un partenaire bancaire pour le compte séquestre, en plus de l'accompagnement qu'on fait. Et troisièmement, il y a le rendement. Donc il y a tous ces éléments qui permettent de rassurer l'investisseur que oui, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, alors, ça c'est comme vous pouvez voir sur la plateforme, si vous allez sur finimo.ci, actuellement c'est en ligne, on peut voir. Et vous allez voir les différents partenaires qui peuvent s'inscrire. Et là aussi, bon, ça se présente en interne, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Alors, on s'est dit,
si on essaie de travailler sur un modèle comme ça, il faut pouvoir l'étendre. On n'est pas obligé de travailler tout seul, donc on a prévu aussi une rubrique des apporteurs d'affaires. Ceux qui sont des professionnels qui veulent travailler avec éthique et professionnalisme peuvent rejoindre aussi pour servir de relais par rapport à cela. Il y a une section et tout est documenté sur le site internet, on peut voir. Il y a des questionnaires, c'est très technique, il y a beaucoup de choses comme question. 15 minutes c'est trop peu, mais sur le site il y a une fois question pour les promoteurs assez détaillée, il y a une fois question pour les investisseurs aussi assez détaillée. Et bon, les process, on va vraiment passer rapidement. Il me reste combien de temps? Alors, on va passer rapidement sur les process avant de prendre quelques questions. On a plusieurs cadres qui sont possibles. Il y a des promoteurs qui arrivent avec un projet déjà conçu. Un projet déjà conçu, c'est qu'il a un terrain, il sait déjà ce qu'il va faire, il a pu développer les plans architecturaux, les études techniques, il a juste jusqu'au permis de construire. Tout est OK. Et donc, à ce moment, il peut venir sur la plateforme, il soumet son projet. Il soumet son projet, il y a des vérifications préalables pour s'assurer au moins que ça tient la route, que le minimum d'éléments sont en place. Et à l'analyse juridique, on envoie les documents de propriété au notaire à distance. Il peut vérifier, il nous fait un retour pour savoir si c'est bon, le titre de propriété est correct, il n'y a pas de charge. Il peut vérifier ça. L'analyse commerciale, notre partenaire agence immobilière, va faire une évaluation commerciale pour s'assurer que ce qui est prévu correspond, il y a le bon rapport qualité-prix et que les choses vont se payer. Analyse technique, le partenaire technique, et les autres va évaluer en fait les acteurs qui ont préparé tout cela. Il vient avec son projet, mais quels sont les acteurs qui vont en faire un succès? L'architecte, le constructeur qui l'a retenu et tout. S'ils ont la réputation nécessaire pour en faire un succès, c'est bon. Sinon, on peut mettre un logo et dire bon, il faut peut-être changer. Et ensuite, c'est à partir de ça maintenant qu'on peut faire une structuration financière pour s'assurer que tout le mécanisme est mis en place pour que le risque de performance soit maîtrisé, le risque commercial soit maîtrisé et que sur le plan financier, on puisse retomber sur nos pieds. Ça, c'est la partie sélection du projet. Quand on a sélectionné le projet maintenant, on va aller vers les investisseurs, d'abord les investisseurs passifs, qui eux sont intéressés par deux projets. Aujourd'hui, on a pu intégrer notre composante. On se dit, il y a des gens qui ont de beaux sites, bien placés, il y a la CD, il a peut-être une idée, mais il n'a même pas les moyens de financer la conception. De la conception jusqu'au permis, ça coûte cher quand même. Et on se dit, il y a des investisseurs en même temps qui expriment de l'intérêt pour cela. Ils disent, ok, si vous avez vos professionnels qui peuvent prendre charge de cela, ok, pourquoi pas? On peut évaluer pour savoir qu'est-ce que ça va faire s'il y a un bon potentiel à la base en termes de localisation du projet, du site du projet. Donc, il peut avoir le financement de la conception ou bien il peut avoir le financement d'un projet déjà conçu. Donc, dans ce cas-là, on publie le projet, on publie sur la plateforme en bonne et due forme. Les investisseurs qui sont inscrits vont recevoir, en fonction des critères qu'ils auront définis, des projets qu'ils recherchent, l'horizon temporel, le retour souhaité. Ils vont recevoir des projets qui concernent. Ils vont approuver s'ils sont d'accord ou pas. Et à ce moment, on inverse les choses par rapport à l'habitude. Ils vont décaisser d'abord en compte séquestre. Parce qu'en fait, on ne peut pas formaliser pour les gens qui n'ont pas décaissé. Ils vont décaisser les fonds qui vont dans un compte séquestre sur la banque partenaire. Et en fonction de ceux qui ont effectivement décaissé, on va formaliser. Notre notaire va faire une convention notariée en bonne et due forme. Tout est intégré dans la plateforme, ça se génère automatiquement chez le notaire qui poursuit juste le reste de la formalisation, que la convention soit signée. Et ensuite, maintenant, avec le partenaire qui fait la maîtrise d'ouvrage délégué, parce que dans ces conditions, le promoteur ne doit pas être constructeur, il est dans son rôle de promoteur et il délègue la maîtrise d'ouvrage délégué à notre partenaire technique qui va s'assurer que le projet se déroule suivant les règles de la. Donc, on lance le projet sous la coordination du maître d'ouvrage délégué qui fait un suivi d'évaluation. Et en même temps, l'agence immobilière fait le suivi commercial pour commercialiser et tracer dans le système. On peut tracer dans le système les réservations qui sont faites, tout ce qui est fait, toutes les situations qui évoluent par rapport au logement. Donc, on crée l'ensemble des logements dans la plateforme et on fait ce suivi-là. Ça, c'est la partie financement en crowdfunding. La deuxième partie, quand on a fait cette partie-là et qu'on ou bien quelqu'un qui dit automatiquement j'ai investi 30 ou 40%, comme on disait ce matin, on peut faire le pas et aller directement sur le financement bancaire. À ce moment, il n'y a pas de publication. Et je rappelle que la publication, ça se passe exactement comme dans les cas des obligations du Trésor. On a prévu tous les mécanismes derrière. S'il y a sur-souscription ou sous-souscription, il y a des mécanismes derrière d'allocation qui se passent automatiquement pour savoir, voilà, pour gérer tous les cas qu'on peut avoir. Dans le cas où on fait intervenir la banque, on transfère le projet, elle approuve dans son système, ça c'est pas nous, et ensuite elle formalise en bonne et due forme. Et là, notre rôle s'arrête normalement là-bas quand c'est le financement bancaire. Mais pour les partenaires bancaires, on a prévu en option qu'on puisse accompagner de la même façon qu'on fait pour les autres projets. Qu'on puisse accompagner
avec nos partenaires que ça se passe bien pour la partie financement bancaire. Alors, on s'est dit, ok, ça c'est bien d'avoir des investisseurs passifs, mais il y en a qui nous ont dit, nous aussi on veut être des investisseurs actifs. Nous, on veut être ceux qui créent le projet. On veut peut-être venir seul ou avec d'autres personnes. On peut être 10 et on met chacun 25 millions, ça fait 250 millions. Nous aussi, on veut faire naître un projet parce qu'on veut viser notre rentabilité. Et ça, c'est intégré. Et à ce moment, au départ, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. On peut avoir une personne ici, en France, une au Canada, une au Cameroun, une au Sénégal, qui se mettent ensemble par rapport à l'idée du projet. On dit, à Abidjan, dans tel quartier, on veut faire tel type de projet, on a des caractéristiques robots en termes de taille, durée, ticket minimum. Ceux qui s'intéressent, on diffuse et on dit, OK, ceux qui sont intéressés, on les met en contact automatiquement avec le notaire qui coordonne à distance des réunions et qui crée le véhicule d'investissement qui est créé localement. Et les fonds sont toujours séquestrés, c'est pas un compte qui est contrôlé par la banque et le notaire. Les fonds iront de là vers le terrain qui aura été proposé par un de nos partenaires de la plateforme ou par un autre partenaire. Le notaire sécurise l'acquisition du foncier et nos partenaires, architectes et tout, ainsi de suite, contribuent à la conception du projet. S'il reste encore de l'argent, c'est bon, on va y aller, mais s'il n'y a pas suffisamment de fonds, à ce moment, ils vont solliciter encore les investisseurs passifs pour compléter comme dans l'autre cas et le projet va se réaliser. D'accord. Donc, voilà globalement là. Maintenant, on termine par l'acquéreur. Donc, on a vu qu'il y a les investisseurs passifs. Eux, ils ne veulent pas rentrer dans la gestion. Ils mettent leurs fonds, ils attendent un rendement. Il y en a qui veulent être investisseurs actifs. Ils disent, on met nos fonds, on veut être des personnes qui investissent comme n'importe quel fonds d'investissement aurait pu investir. On va se mettre à plusieurs. On met des fonds dans un projet qui nous parle. Et à la fin du projet, on a un certain retour. Et c'est eux qui décident à la fin s'ils veulent conserver le véhicule pour continuer ou bien s'ils veulent céder, liquider tout et retirer leur investissement. Technologiquement et sur le plan d'organisation, on est préparé, on est prêt à ça. Donc ça existe déjà. Et donc maintenant, pour terminer, l'acquéreur, on a regardé du camp parce qu'on s'est dit qu'en intégrant un module pour les acquéreurs, ça permet d'accélérer en fait le process. Il peut venir, s'il y a un projet qui est publié, qui a démarré sur la plateforme qui est inscrit, il peut réserver son logement, il peut signer son crédit, tel qu'on l'a dit tout à l'heure. Et s'il y a une offre bancaire qui correspond à ces critères, automatiquement on fait une mise en relation. Bon, la banque ne s'interconnecte pas. On n'a pas souhaité s'interconnecter parce que ce n'est pas nécessaire. On fait simplement une mise en relation avec la banque qui a les caractéristiques les plus proches de ce que recherche la personne. Il obtient son financement avec l'accompagnement toujours de notre agence parce que parfois il y a des problèmes de compréhension ou d'incompréhension qui font que les dossiers traînent au niveau de la banque alors qu'un professionnel qui vous suit aurait pu accélérer le process. Et à ce moment, la banque règle en bonne et due forme. Et hier, on a parlé, ce matin encore, la remise des clés, parfois ça se passe, il y a beaucoup de vices. Donc ce qu'on souhaite, c'est que notre partenaire technique s'implique encore dans la préception technique pour qu'après, on ne parle pas et qu'on nous dise oui, on a pris, après il y avait des problèmes sur le logement. Donc en fait, on ne souhaite pas que les acquéreurs ou que les promoteurs soient seuls. Il faut qu'ils soient accompagnés par de véritables professionnels pour qu'en fait le modèle puisse continuer entre les mains de véritables professionnels. Donc voilà ce qu'on avait à échanger là-dessus. Et pour nous retrouver sur www.infinimo.ci. Nous sommes dans la phase de démarrage. Actuellement, on a quelques projets dans cette phase de conception. Avec nos partenaires, on est en train de travailler. C'est vraiment ce trimestre que on a démarré la phase opérationnelle. Mais c'est des critères où il faut être assez sélectif et prendre du temps de roder le modèle, de roder la collaboration avec tous les partenaires. C'est pluridisciplinaire, mais on a tous quelque chose en commun. On aime l'immobilier, on comprend l'immobilier et ensemble, on arrive à structurer des choses qui peuvent être intéressantes. Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut ajouter très fort, monsieur Olivier Deldieu, directeur général de Smart Lake Capital. Merci infiniment.